Bonjour à tous et bienvenue dans Mon Quotidien TV. J'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année. Aujourd'hui, nous allons recevoir Christophe Dicico qui a créé son application Setoc qui met en relation des gourmands, comme moi, et des cuisiniers. Et donc, Christophe, bonjour. Bonjour Patrice. Alors, d'où vient cette idée de Setoc et pourquoi avoir créé une application qui met en relation des gourmands et des cuisiniers? Setoc, l'idée de Setoc, elle vient de ma passion, puisque ma passion pour la cuisine, entre autres. J'ai mené une réflexion, je mène une réflexion depuis longtemps, c'est comment restaurer les gens, comment faire en sorte que les gens puissent s'alimenter de façon saine, avec des bons aliments, se mettre à table, être contents de manger, et de se faire servir en fait par des gens qui savent finalement cuisiner, dont c'est le métier. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est il fallait le mettre en application, voilà, si je puis dire. Donc l'idée c'était de créer une plateforme web collaborative qui allait mettre en relation des gens qui savent cuisiner, qui ont en fait une formation en cuisine, un diplôme même, un CAP, un BP, un titre professionnel ou une expérience dans la restauration, et de faire en sorte que ces gens puissent en restaurer d'autres et puissent cuisiner de chez eux, de leur domicile. Et pourquoi avoir choisi ce moyen, c'est-à-dire une application? Est-ce que c'est pour la rapidité d'exécution ou est-ce que c'est pour pouvoir gérer une proximité entre ceux qui offrent le service et ceux qui vont en profiter? En fait, c'est pour la rapidité et puis c'est pour la technologie. Aujourd'hui, on est plus limité par les gens sont connectés entre eux. On est tous avec nos smartphones au bout du bras. D'ailleurs, on m'a demandé de l'éteindre, le mien, puisque je suis constamment ouais. avec. Je suis même si je ne fais pas partie de cette génération-là, j'ai 48 ans, mais bon, je vois ma fille, je vois un peu le monde, comment il fonctionne. On n'a plus de limite aujourd'hui au niveau de la connectivité entre les gens, puisqu'on est fibré. En fait, on a la DSL, on a les problématiques qu'on avait il y a 10 ans pour monter des applications, aujourd'hui on ne les a plus. On voit, il y a un modèle économique sur lequel d'ailleurs je me suis beaucoup appuyé, qui s'appelle Uber. Oui. En fait, Uber, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné la possibilité à des gens qui avaient le permis de conduire d'en transporter d'autres. Oui. Voilà, moi je vais donner la possibilité aux gens qui ont un CAP en cuisine d'en restaurer d'autres. Et justement, tu parles de Uber. Uber, c'est un peu leur credo sur la partie Uber Eats, c'est-à-dire fournir de l'alimentation, des plats à des personnes, mais aussi des services de vente de produits d'épicerie. Et qu'est-ce qui différencie vraiment Setoc de ce genre de produits en fait? Setoc, en fait, on est vraiment sur de la cuisine à domicile. En fait, Uber, c'est une vitrine qui met en vitrine en fait des produits réalisés dans des restaurants par des restaurants avec des cartes qui mettent en vitrine et qui voilà à la vente en fait, des produits qui mettent à la vente au travers de l'application. Nous, on va quand même plus loin que ça. En fait, moi, mon credo, si je puis dire, c'est de donner la possibilité à des gens qui ont un savoir-faire, qui sont des cuisiniers en fait, de pouvoir cuisiner, mais de leur domicile. Uber, eux, c'est des cuisiniers, sont dans des restaurants, on va dire, sur la restauration, si je puis dire, traditionnelle. Voilà, c'est l'enseigne qui fournit un service, c'est une personne. Absolument. Est-ce que ces personnes-là, justement, tu les choisis? Est-ce qu'ils ont certaines règles? Est-ce qu'il y a un protocole ou une charte à respecter pour pouvoir faire partie de l'application? Alors voilà, donc l'idée, effectivement, l'idée c'est de leur proposer déjà cette application-là, cet outil-là, on va parler vraiment d'outils, qui va leur permettre d'exercer ce qu'ils savent faire et effectivement de les faire aussi agréer par les services de l'État, je pense à la direction de protection des populations, pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent exercer en toute sérénité. Ils peuvent aussi avoir des problèmes, des problématiques d'équipement, puisque en fait on s'adresse à tous les cuisiniers de France. Ce qu'il faut savoir, vous savez, en Ile-de-France, combien il y a de cuisiniers qui sortent, de jeunes qui sortent avec un CAP en cuisine. Il y a 500 jeunes qui sortent tous les ans avec un CAP en cuisine et avec un métier entre les mains. Et qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes?
en fait, clairement. Donc ils ont la possibilité de quoi faire. Ils ont la possibilité d'aller effectivement travailler dans un restaurant, faire le service dans un restaurant, enfin la cuisine dans un restaurant avec les deux services, hein, midi et soir. Et souvent peut-être sous-exploités par rapport à leur talent. Déjà, il y a, et puis très, très difficile pour la vie de famille de faire les deux services, des salaires qu'on connaît d'ailleurs, c'est pas un scoop, hein. On connaît la restauration, le monde de la restauration, tous ces cuisiniers-là sont en train un peu revendiquer, si je puis dire, des meilleurs salaires. Donc ça, c'est la première solution pour eux. La seconde solution, c'est d'aller, si je puis dire, sur de la restauration collective, donc sur des horaires normaux, du lundi au vendredi, travailler que le midi, voilà. Troisième solution, c'est ils ouvrent leur boutique, en fait, leur restaurant. Oui. Donc ça implique quoi? Ils vont aller chercher un fonds de commerce à acheter, sous réserve qu'ils puissent avoir les finances, sous réserve que les banques le suivent. Je pourrais en parler tout à l'heure, puisque je suis moi-même en train de reprendre un restaurant. Donc oui. je sais de quoi, on en reparlera tout à l'heure de quoi je parle. Donc ça, c'est la troisième provision. Et là, il y a une quatrième solution qui va s'appeler CETOC, en fait. C'est d'offrir à ces jeunes-là la possibilité de pouvoir exercer de leur domicile. Voilà, donc, et de pouvoir les mettre en mesure de délivrer chaque jour 10 repas, entrée, plat, plat, dessert. Sur une cuisine qui est très classique, hein, ce que j'appelle la cuisine de bistrot, mais avec de la cuisine du monde en fait. C'est-à-dire des plats traditionnels. Je parle de la blanquette de veau, du pot-au-feu, tous les plats qu'on a l'habitude de manger, qui sont des plats familiaux, qui peuvent aussi être des plats, pourquoi pas italiens, les lasagnes, espagnols, la paella, maghrébin, le couscous. Voilà. D'accord, donc il n'y a pas une cuisine particulière en fait. Vous êtes ouvert surtout. Il n'y a pas de sandwich par contre. On n'est pas dans la snackerie, voilà. On n'est pas dans le. Parce que d'ailleurs, en revenant sur Uber, regardez, allez sur Uber. Vous voyez les restaurants ils mettent tous les restaurants et les fast-food. Oui, oui. Et moi, je ne suis pas du tout dans le fast-food. Moi, je suis vraiment dans la tradition, dans la cuisine. Encore une fois, je parle d'un métier, les métiers de bouche. Pour moi, c'est important de pouvoir faire exister des savoir-faire. Tout à fait, d'accord. Et concrètement, cette application, comment elle se présente en fait? C'est-à-dire, je suis un utilisateur, je voudrais manger. Est-ce qu'on a des classifications par rapport au type de repas? Est-ce qu'on a surtout un positionnement du cuisinier par rapport à notre situation géographique? Voilà. Comment en fait, et surtout, est-ce qu'on est dans de la proximité? C'est ça qui est important parce qu'on a surtout envie de manger quand on a faim. En général, on commande quand on a faim, donc on n'a pas envie d'attendre très longtemps. Même si ce sont des plats qui sont cuisinés, donc ça prend un certain temps. Et ça, on le sait, mais voilà, on ne va pas attendre non plus 2 heures pour avoir un repas. Est-ce qu'on est dans cette réflexion? Alors, on est dans l'hyper-proximité et dans l'hyper-réactivité. En fait, encore une fois, donc c'est pas des plats qui sont confectionnés en fait minutes. Oui. C'est-à-dire que le CETOC en fait va présenter chaque jour un entrée-plat du jour, clairement. Il aura préparé, encore une fois, c'est de les mettre en mesure de délivrer minimum 10 repas par jour. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils se rémunèrent. Oui. Donc il y a un modèle économique au travers de ça aussi, et il y a un plan de charge qu'on a calculé. L'entreprise n'est pas encore montée, mais tout ça, le plan de financement est fait. J'ai fait partie d'un module de pré-incubation chez BGE Adil. Moi, ça fait presque 1 an que je travaille sur le sujet. Donc, on a fait des business plans, toutes les projections sont faites. Donc, comment ça va se passer? Comment ça marche? Donc, l'application, qu'est-ce qu'elle va résoudre, en fait? Elle va faire en sorte, pour les clients, pour les utilisateurs, les gens qui ont besoin de se restaurer, de pouvoir cliquer et en un clic, de savoir à 2 km à la ronde quels sont les CETOC qui sont à proximité. D'accord, donc on reste sur quelque chose de l'hyper-proximité, donc de la géolocalisation en fait. Hein. Effectivement aussi avec, toujours sur le modèle d'Uber, effectivement quand vous commandez un plat, de savoir quand est-ce que vous allez, être servi en fait, hein, livré, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, c'est effectivement le ventre n'attend pas. Le ventre, ça n'attend pas. C'est le principe des restaurateurs. Il faut aller vite, il faut cuisiner vite, il faut être précis. Moi, je suis quelqu'un de précis, donc je vais essayer de faire une application qui va rendre cette précision. D'accord. Et mis à part les qualifications,
est-ce qu'il y a des critères de sélection pour les qualifications de base, c'est-à-dire CAP Alors voilà. Est-ce qu'il y a des critères de sélection pour faire partie, quand on est cuisinier, de CETOC? Est-ce qu'il y a des cuisiniers, par exemple, qui pourraient être recalés parce qu'ils ne fournissent pas peut-être une qualité de cuisine ou un plat? Est-ce qu'ils sont testés avant surtout? On va monter un cahier des charges, donc, ce que je disais tout à l'heure sur le plan sanitaire et sur le plan aussi infrastructure pour pouvoir cuisiner de chez soi. Oui. Ça, c'est. Donc il y aura une vérification de la cuisine. Si travail, effectivement elle ne répond pas à la possibilité de délivrer 10 repas par jour, alors où on aura des possibilités de les accompagner, ces candidats-là. On parlait de candidats. Il y a aussi le fait qu'il faut qu'ils puissent justifier d'un diplôme, d'une formation initiale en cuisine. Il faut la formation initiale, c'est le plus important. Ou une expérience professionnelle de d'X années en tant que restaurateur. Pourquoi une expérience aussi? Parce que ça peut permettre à des gens qui travaillent, qui ont arrêté la restauration, qui ont travaillé dans les années passées, de pouvoir repartir. Je pense aussi, ça peut être des personnes qui sont aussi à la retraite, qui ont besoin de créer un complément de revenu et de repartir avec ce qu'ils savaient faire, voilà, en le faisant de chez eux de façon très simple finalement. Ça s'adresse aussi au milieu de l'handicap. Donc je suis en relation aussi avec les AGFIP, tout ça. Je vais me mettre plus en relation avec les AGFIP pour pouvoir faire en sorte que des gens qui sont en fauteuil roulant puissent exercer de chez eux. Il y a bien le home cook, le home office. Moi, j'ai inventé le home cook. D'accord. Et quand vous parliez tout à l'heure d'accompagnement de ces professionnels, au niveau de l'infrastructure pour la confection des plats, qu'est-ce que vous entendez par accompagnement? C'est-à-dire vous allez les aider à aménager une cuisine si jamais... et qu'est-ce qui va vous guider en fait sur ce choix de pouvoir aider telle ou telle personne? Est-ce que c'est par rapport à la qualité de ce que cette personne, ce professionnel va produire, ou est-ce que c'est tous les cuisiniers qui vont bénéficier de ça s'ils ne sont pas suffisamment équipés? À partir du moment où ils ont un diplôme, c'est tous les cuisiniers qui vont bénéficier de ça. Après, on fera en sorte de pouvoir les équiper, les accompagner. Après, sous réserve, effectivement, il y a un coût. Encore une fois, il y a un plan de charge dans leur entreprise à eux, puisqu'ils vont exercer en tant que micro-entreprise ou auto-entrepreneur. Oui. Donc forcément, ils auront, s'ils doivent mettre en configuration, on va dire ça comme ça, leur outil de production, ça répondra à un coût. Et ce coût, il est déjà identifié. D'accord. L'idée économique, le modèle économique que je poursuis, c'est de pouvoir permettre à ces gens-là de gagner 1 500 € net par mois. Voilà. En exerçant de chez eux, c'est très clair en soi. C'est un beau projet, c'est une base assez intéressante. Et concernant la livraison, est-ce que c'est vous qui prenez en charge cette partie, ou est-ce que c'est le cuisinier qui devra se débrouiller pour pouvoir fournir une livraison par rapport à ce que lui va produire? Alors, plusieurs options. Et donc, c'est pas encore, le choix n'est pas encore établi, mais plusieurs options. Ou effectivement, on part sur un partenariat avec des gens comme Uber Eats, Deliveroo, tout ça. On délègue, on va dire, ou on sous-traite. D'accord, la partie livraison. Moi, ce que j'ai envie de faire, vu que CETOC, c'est un projet qui est un peu sociétal, au travers de la cuisine, qui a à côté un facteur écologique d'employabilité. On crée de l'emploi. Hein. Oui. Bien sûr. Oui. Donc d'ailleurs, je vais avoir besoin de sous, donc je vais aller voir l'État, parce que je crée de l'emploi. Je permets à des gens de rester dans le métier qu'ils ont appris, de pouvoir exercer, de pouvoir créer de la valeur, comme on sait en France, enfin dans le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées, donc créateur de valeur, c'est ce qui crée la richesse d'un pays d'ailleurs. Donc on crée de l'emploi, donc il y a un facteur effectivement, on va dire sociétal, social, écologique, humain, et ça s'adresse aussi aux jeunes. Je parlais de jeunes diplômés, ces 500 CAP qui sortent, ça s'adresse aux jeunes. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que les jeunes, il y a aussi des jeunes qui sont en études, qui étudient, et qui ont besoin de constituer un petit revenu tous les mois pour pouvoir ne serait-ce que s'alimenter déjà, payer leurs études. Et ils pourraient très bien rentrer dans CETOC en tant que livreur, en tant que ce qu'on appelle les runners dans la restauration. Comment? Et le faire en vélo.
Voilà, parce que je parlais Tout à fait. d'hyper-proximité, hyper-réactivité, Puis, la partie bilan écologique carbone. aussi, bilan Et oui, carbone, voilà, oui, tout bilan à fait. écologique, bilan carbone, il faut faire très attention aujourd'hui à ça, de ne pas aller polluer l'air ou de dépenser de l'énergie alors qu'on peut effectivement travailler de chez soi. C'est tout ça que ça englobe. Alors oui, c'est pas un projet qui est uniquement lié à l'alimentation, à la gastronomie. C'est un projet qui est vraiment voilà, très large. Voilà, vous prenez en considération tout l'univers sociétal en fait du projet. Absolument. Très bien. Alors j'ai eu dire que vous étiez aussi dans votre ville assez impliqué. Oui. Parce que vous ne faites pas que ça. J'ai l'impression que vous avez lancé CETOC, mais vous êtes aussi sur plusieurs autres projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport déjà à votre participation à la ville d'Orly, je crois, et puis votre activité associative? On pourrait commencer par la ville d'Orly. Quelle est votre implication au niveau de la ville? Alors la ville d'Orly, bon, moi je suis né à Vitry-sur-Seine, j'ai 48 ans, j'ai toujours vécu à Orly ou dans une ville, ville limitrophe. Voilà, donc je suis très attaché, on va dire, à ce territoire-là. Donc voilà, mon implication, elle est viscérale, puisque j'ai grandi là. Donc effectivement, il y a 2 ans, puisque les municipales c'était il y a 2 ans, je me suis dit, je suis retourné en fait vivre, j'habitais à Thiais pour tout vous dire, je suis retourné vivre à Orly, et comment je travaillais à Saint-Ouen, dans le 93, dans l'événementiel, dans une entreprise d'impression numérique grand format. J'ai été directeur des opérations, j'ai été directeur de clientèle salon, foire et congrès. Et donc du coup l'idée, et mon épouse aussi travaillant dans le 93, l'idée c'était de déménager dans le 93, de se rapprocher de nos entreprises respectives pour éviter les temps de transport qui étaient devenus complètement dingues. Et finalement j'ai pas trouvé ma maison, et puis un ami qui est d'enfance, qui est agent immobilier à Orly, m'a dit: Christophe, écoute, t'es orlysien, toute ta famille est à Orly, mes parents sont enterrés à Orly, donc j'ai une attache, mon frère d'ailleurs est enterré à Orly, donc il m'a dit: je vais te trouver une maison et je te propose de rester à Orly. Je me suis dit, j'avais vu Orly un peu de ma fenêtre de Thiais, un peu dégringolé sur pas mal de plans, et je me suis dit, c'est où effectivement je retourne vivre à Orly et puis je fais ma vie, puisque ma vie elle est... Je vous dis, j'ai toujours plein de projets, je suis animé par les projets, j'avance. Donc du coup, vous allez vous impliquer vraiment dans la ville. Voilà, et je lui ai dit, je me suis dit, c'est l'occasion de m'impliquer dans la ville. Donc comment en me présentant aux élections municipales pour être maire de la ville. Bon, j'ai fait presque 14%, il me semble. Voilà, sur une première participation, on n'a pas fait une grande campagne, et donc je suis conseiller municipal. Voilà, donc j'apprends tous les jours sur ce plan-là, c'est très intéressant. Et c'est quelque chose que vous avez envie de perpétuer, de continuer? L'engagement politique, l'engagement politique, oui, j'y reste, puisque suite à ça, effectivement, je me suis interrogé en fait sur quelle était ma famille politique, voilà. Donc, et donc du coup, moi je suis au centre, parce que voilà. J'aime bien être au carrefour des choses et des idées et du débat, voilà. Et donc je suis centriste et je suis au MODEM, voilà, du Val-de-Marne. Et donc on va parler rapidement de ton implication dans les associations. Alors tu travailles, tu es impliqué dans quelle association, et voilà, qu'est-ce qui te motive en fait d'être... Alors, au niveau associatif, ce qu'il faut aussi, je suis aussi chanteur, je fais de la musique depuis l'âge de 14 ans, je fais du piano, de la guitare, j'écris des chansons. J'ai fait en 2016 un disque autour des chansons italiennes, j'ai repris les vieilles chansons napolitaines, on a fait un disque en 2016. Donc je suis un passionné, en fait, je suis un toqué, hein, finalement, c'est marrant, parce que Christophe, tu parles nous de tes tocs, on pourrait... C'est un peu ça, j'ai l'impression d'avoir des tocs passionnels en fait, et de projets, finalement, vraiment animé par ça, et habité par ça, vraiment. Et donc du coup, dans la chanson, moi j'ai eu des groupes de musique comme tous les gamins, et puis après je suis allé au conservatoire, donc après j'ai commencé à écrire des chansons, faire des spectacles, voilà. Et en 2016, quand j'ai créé effectivement, j'ai eu cette idée de faire cet album sur les reprises italiennes, j'ai créé une association qui s'appelle Les Rendez-vous d'Italie,
Et en fait, l'objet de cette association, c'était de faire vivre, je disais, chansons et saveurs d'Italie. Comme par hasard, saveurs d'Italie, on en revient toujours à la nourriture. Parce qu'on se nourrit effectivement d'aliments, mais je pars du principe que la musique et la culture, c'est un aliment aussi, ça nourrit un homme. Donc voilà, donc je me suis lancé dans cette aventure-là, j'ai monté les rendez-vous d'Italie, j'en ai pris la présidence, et au travers de cette association, j'ai monté le projet Italian Acoustic Cover. Voilà, Chris Disico reprend les chansons italiennes. Donc j'ai fait cet album, parce que j'ai toujours pour habitude de très très bien m'encadrer, moi. Et quand je ne sais pas faire, je vais voir des gens qui savent faire, mais qui savent vraiment bien faire et qui ont vraiment une grosse expérience. Et je me suis entouré d'un ami, en fait, qui s'appelle Léonard Raponi, qui est chef d'orchestre, qui était le chef d'orchestre de Gilbert Bécaud, et qui est italien aussi comme moi, et on a monté ce projet-là, cet album avec des musiciens. Voilà, par exemple dans les arrangements de cordes, les violons, tout ça, on a enregistré, il y avait quand même quelques cordes de Radio France, donc c'est pas rien. Oui, quand même, oui. C'était il y avait un bon... de la bonne consistance, voilà. J'aime bien mettre de la consistance et du niveau, en fait, et de la performance, et j'ai l'ambition, en fait, de l'excellence, voilà. D'accord, oui. Donc ça présage bien pour le projet CETOC en tout cas. Ça voilà. donne envie, oui. Et j'ai une dernière question à te poser. C'est une question concernant l'époque dans laquelle nous vivons. Nous allons bientôt passer aux élections présidentielles. Tu as une implication dans la vie politique. Et je voulais savoir si tu devais rencontrer un des candidats à l'élection présidentielle, quels seraient les 3 points que tu aimerais qu'il développe sur le programme de présidentiel, en fait. Quels seraient pour toi les 3 points essentiels? Je pense que les 3 points essentiels, c'est le premier point, c'est vraiment l'ouverture d'esprit des Français, en fait. Vaste programme. Oui, de pouvoir... c'est vrai qu'on entend en ce moment beaucoup de choses. C'est une campagne qui d'ailleurs, moi je m'y intéresse énormément, qui va être hyper animée. Mais moi je pense qu'il faut qu'on arrive à développer chez les gens leur libre arbitre. J'ai un peu l'impression en fait qu'ils sont un peu absorbés par les extrêmes. Et c'est ça qui me dérange. Donc j'aimerais bien effectivement développer ce côté débat progressiste, fait comme on dit, de se mettre au service plutôt de ce qui existe et d'essayer d'apporter sa pierre à l'étalage finalement, sa valeur ajoutée finalement à quelque chose qui existe, plutôt que d'essayer de constamment démonter des systèmes qui sont en place, qui sont ce qu'ils sont, qu'on fait leurs preuves sur certains domaines et pas leurs preuves sur d'autres. C'est pas ça le sujet, mais j'ai vraiment déjà développé ça. Après, il y a effectivement le côté citoyenneté et respect en fait de l'autre chez les Français. Écoute. Ça commence par l'écoute, on en revient d'ailleurs au premier point. Ça commence par l'écoute, l'écoute, de savoir écouter, de savoir aussi soi-même se remettre en question. Tout à fait, oui. Voilà, donc après il y a toute une déclinaison sur l'éducation finalement. Forcément, c'est un sujet qui est vaste, hein, puisque voilà, je pense qu'il y a un gros travail effectivement sur l'éducation. Si on veut maintenir notre contrat social, notre système social, qui est le suivant, c'est que les gens qui travaillent payent les retraités. Donc l'idée, c'est de fabriquer, si je peux parler comme ça, de fabriquer des gens, des faiseurs en fait, hein. Des gens qui ont de la bienveillance, mais qui vont en avançant et qui créent de la richesse pour le pays. Pour le pays. Et Christophe, merci beaucoup. Merci d'être resté avec nous pour développer tous ces points. Et surtout, merci d'avance pour CETOC. Parce que j'ai l'impression que ça va être un nouveau service qui va plaire à beaucoup de personnes. Et surtout pour ces jeunes-là qui vont arriver dans le milieu du travail, à qui tu offres une opportunité de pouvoir exercer leur savoir-faire. Merci. Voilà, merci en tout cas, si je peux conclure, le site est en ligne, le site de présentation, puisque là, en ce moment, on est à la recherche de financement. Donc les personnes qui verront cette émission de télé peuvent s'adresser via CETOC sur la page onglet contactez-nous, ils cliquent contactez-nous et ils arrivent généralement, je reçois un mail et je les contacterai pour qu'on fasse ensemble avancer ce sujet-là. Tout à fait. N'hésitez pas alors si vous voulez
participer au projet CETOC, donc vous pouvez toujours aller sur le site qui est cetoc.fr. cetoc.fr. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je tiens à remercier Maëva, notre maquilleuse, et Cyril Bartholomé à la réalisation, et les équipes de Atoucam et de Griffe Production. Merci beaucoup.